Vous applaudissez bien fort la promotion 2025 des trophées de l'économie responsable. Ils sont là. Bienvenue. Oh, oh, oh. Alors attendez, on va le refaire. Bon, on s'assoit, l'ADEME. Allez. Vous applaudissez bien fort la promotion 2025 des trophées de l'économie responsable. Ils sont venus, ils sont tous là, ils sont avec leurs équipes également, plusieurs collaboratrices et collaborateurs. Merci d'être au rendez-vous. On va écouter ce matin des failles spatio-temporelles. Alors ceux qui n'étaient pas là hier soir ne peuvent pas comprendre. On a vécu un moment incroyable ici, hier soir, d'intelligence collective, comme on dit, avec un algorithme qui nous a fait nous matcher et échanger sur des questions fondamentales et échanger nos points de vue. Et c'était une expérience extraordinaire. Et ces échanges ouverts, constructifs, ça s'appelle des failles spatio-temporelles. C'est en tout cas ce que l'animatrice nous a dit. Donc, aujourd'hui, vous allez nous partager des failles spatio-temporelles. C'est dingue, non? On va encore les applaudir pour leur donner du cœur à l'ouvrage. Et surtout, applaudir celui que vous avez choisi d'inviter, Alexandre Failleul, qui nous rejoint. Bienvenue, Alexandre. Alors, il reste un siège, alors comment on peut s'organiser? J'aurais aimé. Ça vous dérange pas de... Oui, il va se mettre là et vous pouvez prendre le tabouret. Merci beaucoup. Alexandre Failleul. On l'aimait bien. Il était gentil. Non, en fait, cette photo fait partie d'une superbe expo, Vulnérable, qui est là dans le lobby d'accueil, un peu partout. Des personnages vulnérables. Mais en fait, vous découvrirez que nous le sommes toutes et tous, bien évidemment. La vulnérabilité, dit Alexandre, un trésor enfoui en chacun d'entre nous. Alexandre est originaire de la région, Boulogne-sur-Mer, d'une famille d'agriculteurs. Il a connu et il connaît la vulnérabilité et il va nous en parler. Fondateur et président d'Advance, qui est aujourd'hui un des fleurons européens de la cybersécurité. Et il a, alors je la cite tout de suite, une raison d'être assez incroyable dans sa boîte. Je vous la lis, elle est là. Hein. Faire de la vulnérabilité une force pour la cyber, les hommes et la planète. C'est-à-dire que ce garçon a inscrit la vulnérabilité dans la raison d'être de son entreprise. Il a fait de cette entreprise le fer de lance, le navire amiral, et c'est pas peu dire d'un engagement sociétal, un moteur économique et financier puissant. Il a des indicateurs très intéressants et il a écrit cet ouvrage Vulnérable, préfacé d'Éric Orsena, qui nous dit que la force est aussi dans la fragilité. Et il vous remercie pour ce témoignage bouleversant. Il a sponsorisé 2 bateaux sur le dernier Vendée Globe. Ça donnait quoi, au fait? Ils ont terminé tous les deux, pas aux places espérées, mais ils ont terminé 7e et 9e. Thomas Ruyant, Sam Goodchild. Tous les deux portant l'étendard de la vulnérabilité. Alors, autour de vous, les lauréats des trophées de l'économie responsable, on va échanger avec eux, on va leur remettre leurs trophées, et 4 d'entre eux ont quelques questions à vous poser pour planter le décor. Alors, on leur a demandé de lire le bouquin, et puis de réagir et de vous challenger sur des sujets qui les ont intéressés dans cet ouvrage. On va commencer par Pierre Malaviel, qui est cofondateur d'Elmarket, l'un des lauréats. Je vous laisse faire, allez-y, et accueillez Alexandre, hein, c'est votre invité après tout. Bonjour Alexandre. Donc oui, je suis Pierre, le cofondateur des magasins éco-responsables Elmarket avec Diana, qui est juste là, qui est aussi mon épouse. Moi, j'avais une question. Quand on est chef d'entreprise, on doit être omnipotent, omniscient, on doit tout gérer, tout savoir, être toujours force de proposition et de réponse. C'est rarement le cas.
Et comment on fait dans une entreprise pour justement mettre en place sa propre vulnérabilité et la vulnérabilité de ses collaborateurs. De dire, voilà, c'est pas forcément une faiblesse. Et de pouvoir mettre ça en place sans passer justement pour une faiblesse, que ce soit en interne ou en externe. Comment on fait pour mettre ça en place dans une entreprise? Reconnaître la vulnérabilité pour l'accueillir. Ouais, tout simplement en laissant le pouvoir aux autres. Et en arrêtant de penser que le chef d'entreprise ou le dirigeant ou le manager ou le leader, c'est celui qui sait tout et qui explique à tout le monde quoi faire et quoi penser. Donc effectivement, la vulnérabilité, on est entouré de vulnérabilité, c'est notre condition ontologique, c'est-à-dire que la vie la vie est vulnérable. Vous êtes vulnérable, je suis vulnérable, nos organisations, nos écosystèmes, nos entreprises sont vulnérables, nos territoires sont vulnérables, nos démocraties sont vulnérables, extrêmement vulnérables même. La vulnérabilité, elle fait partie de la vie et c'est une loi universelle qui régit la vie sur Terre depuis son apparition il y a 4 milliards d'années. Et je pense que dans cette société aujourd'hui qui étouffe la vulnérabilité, qui l'exclut, qui la met de côté, aujourd'hui on a l'opportunité justement cette vulnérabilité de la libérer et de l'exploiter positivement. Parce que quand on l'exploite correctement, quand on prend pleinement conscience des vulnérabilités qui nous entourent, les vulnérabilités intimes, les vulnérabilités individuelles dans le monde professionnel ou les vulnérabilités collectives, on développe une pleine conscience des vulnérabilités. On est beaucoup mieux armé d'abord pour les prévenir et éviter que ces vulnérabilités rencontrent une menace pour générer une crise. Et lorsque la crise intervient de toute façon, et lorsque cette vulnérabilité est exposée, on est beaucoup mieux préparé pour l'accueillir et être capable de la transformer positivement. Parce qu'en fait, la définition même de la vulnérabilité, c'est la possibilité d'être blessé. Voilà. Donc on peut tous être blessés. Pareil pour nos organisations, nos écosystèmes, nos entreprises. Et ce qui est fascinant dans la vulnérabilité, lorsqu'elle est subie, les situations de vulnérabilité nous amènent dans un chemin qui nous tire vers le bas, vers quelque chose, vers un chemin où synonyme de souffrance, de difficulté, d'épreuves, qui nous amène à nous isoler, qui nous amène vers un effondrement. Voilà. À l'inverse, quand cette vulnérabilité elle est conscientisée, elle est partagée, elle est accueillie, on va être en capacité de la transformer et d'en faire un puissant levier de transformation, de coopération, d'innovation, etc. Ce qui fait que chaque situation de vulnérabilité qu'on rencontre dans l'entreprise, dans nos existences personnelles, mais aussi dans l'entreprise, parce que des situations on en rencontre tous les jours, une échelle de 1 à 10, apprendre à exploiter à les prévenir, à les accueillir pour les transformer positivement, c'est un énorme levier et c'est à la source et à la base de toute transformation, de toute transition, de tout progrès, de toute innovation, etc. Et vous voyez qu'une même situation de vulnérabilité rencontrée, elle peut nous mener vers 2 chemins différents, même diamétralement opposés. L'un très sombre, l'autre très positif, très lumineux. Et une organisation, des individus et les personnes et les organisations qui comprennent ça, qui développent une pleine conscience de la vulnérabilité, qui développent un réel accueil dans l'entreprise, quelles que soient les situations de vulnérabilité, celles qu'on peut rencontrer dans sa vie personnelle ou celles qu'on rencontre dans le monde du travail, leur capacité à en faire des opportunités pour les transformer en chemin positif plutôt qu'en chemin négatif, ça change tout. Voilà. Donc aucune transition, aucune évolution n'est possible sans une prise de conscience d'une vulnérabilité au départ. En fait, c'est la vulnérabilité, c'est un formidable moteur de transformation, d'innovation, de coopération. Si on se croit invulnérable, si on se pense invulnérable, et c'est le cas de beaucoup de monde dans le milieu de l'entreprise, dans cette société de la performance, en fait, on ne progresse pas. Voilà. Vous expliquez bien dans votre bouquin le chemin, le processus de la vulnérabilité. Et là-dessus, Mélanie Marchand, Fruits Rouges & Co, ça vous a frappé, ça, et vous avez une question à poser à Alexandre là-dessus. Oui, effectivement. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Merci pour le livre, très inspirant. Je vous cite, page 46, vous parlez de processus de sublimation, d'énergie positive générée qui peut se propager au-delà de soi. Vous parlez de souffle transformateur, de ce rôle de passeur. Page 85, voilà où j'en suis aujourd'hui, je pollinise. Comme une abeille,
Alors chez Fruits Rouges & Co, les abeilles, ça nous parle. Sans pollinisateurs, pas de fruits. Sans fruits, on n'existerait pas. L'abeille est vulnérable. L'écosystème, la biodiversité est vulnérable. Vous dites, j'essaye de partager le plus délicatement possible cette énergie qui a changé ma vie. Je le fais avec sincérité, conviction. Ma question, comme Emmanuel Faber, avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir ouvert une voie ? Et vous pouvez aussi illustrer avec des vulnérabilités concrètes que vous avez vécues, perso, pro. Comme beaucoup, je contribue à ouvrir de nouvelles voies vers un monde, on va dire, réhumanisé, où l'intelligence humaine garde le pouvoir sur la technologie. Je pense qu'on est beaucoup et nombreux à concourir vers ça, même si on n'est pas forcément toujours bien représenté. Donc, comment on pollinise ? En fait, l'image que j'ai de la vulnérabilité, elle est simple. D'abord, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. On est par nature vulnérable. Les 2 moments de la vie où on est le plus vulnérable, c'est l'instant qui suit la naissance et l'instant qui précède la mort. Voilà. Entre les deux, notre niveau de vulnérabilité va évoluer plus ou moins en fonction de notre entourage, de notre environnement familial, social, professionnel, etc., 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 et de notre parcours de vie, des accidents de la vie, etc., etc. Enfin bref, il y a tout un tas de facteurs. Ce qui est clair, c'est que le facteur numéro 1, c'est l'environnement. Plus votre environnement social, naturel est sain, et propice, favorable, plus vous développez les ressources en vous et autour de vous pour vous rendre moins vulnérable. Et à l'inverse, plus on a eu un parcours et un environnement toxique et capoté, plus on est vulnérable, plus on est fragile, etc. Donc en fait, cette énergie, on l'a tous en nous. Voilà. Et c'est ce qui m'a, moi, frappé le plus depuis 1 an qu'on a lancé cette campagne de sensibilisation, de prise de conscience sur la vulnérabilité pour changer le regard d'une représentation qui est négative aujourd'hui dans la société. 84% des Français ont une représentation négative ou très négative de la vulnérabilité. Mais en changeant son regard, en voyant la face lumineuse de la vulnérabilité, parce qu'effectivement, la vulnérabilité peut amener vers des chemins sombres quand elle est subie, lorsqu'on n'a pas les ressources en soi ou autour de soi pour l'affronter. Mais à l'inverse, quand on a ces ressources-là, on dispose de ces ressources-là, en soi, autour de soi, on peut la transformer vers quelque chose de très positif. Et même les situations de vulnérabilité les plus extrêmes. Voilà. Donc, quand on réveille cette prise de conscience s'opère, on libère quelque chose en nous. En fait, c'est comme j'en parle dans le livre, je prends l'image de The Wall de Pink Floyd, où en fait on explose les murs autour de soi et on libère. Et on libère comme une énergie qui va être qui est extrêmement puissante, et c'est une énergie qui va nous faire avancer et qui va libérer en nous énormément de ressources. Et évidemment, comme une énergie, c'est une onde qui se propage. Ce qu'on libère en soi, ça se propage autour de nous. Et automatiquement, le changement de regard que ça apporte, ça apporte ça fait évoluer sa vision sur le monde. C'est comme si on changeait de lunettes, ou on mettait des lunettes sur notre condition réelle, notre condition humaine. Et c'est une énergie qui se propage autour de soi. Moi, pour mon expérience professionnelle, pour prendre des exemples très concrets, moi, ça fait 30 ans que je bosse avec la vulnérabilité des systèmes numériques, informatiques. Ça fait 30 ans qu'on traite des vulnérabilités, des menaces, des risques, des crises subies par les organisations, les entreprises, les institutions publiques. Et donc, en fait, j'ai l'habitude de dire que la vulnérabilité, c'est mon métier. Voilà. Sauf que c'est la rencontre avec ma propre vulnérabilité, à travers la maladie, un cancer. 2018. Oui. D'abord une tumeur, mais qui a métastasé et qui est devenue un cancer incurable, au pronostic pas terrible du tout. Et c'est cette prise de conscience de cette vulnérabilité intime qui a libéré chez moi énormément de potentiel, en fait. Et tout ce que ça a libéré chez moi, quand je vois comment ça m'a transformé, en fait, j'ai l'habitude de dire que accepter la maladie, ça ne m'a pas guéri, mais ça m'a transformé. Et quand je vois tout ce que ça a libéré chez moi comme potentiel, je me rends compte à quel point, pourtant j'étais un entrepreneur
qui entreprend beaucoup et qui réussit un certain nombre de choses. Et j'avais développé une très très forte capacité de résilience, mon parcours entrepreneurial, 25 ans, a développé chez moi une très grande capacité de résilience et une très grande confiance en moi. Je me sentais capable de relever tous les défis. Rien ne me faisait peur. Et en fait, c'est la rencontre avec ma propre vulnérabilité qui ça a libéré chez moi des potentiels qui étaient complètement étouffés, qui m'a fait prendre conscience que ce que je pensais était loin d'imaginer tout le potentiel humain qui se cache en nous, en fait. Et quand j'ai libéré ça, alors je ne suis pas devenu un homme parfait, hein, mais en tout cas, j'ai ouvert des vannes, j'ai ouvert de nouveaux univers, de nouvelles dimensions de moi. Et c'est très grisant, très excitant de les découvrir, de les explorer et de progresser comme ça, d'ouvrir des voies de progrès, de développement personnel. Quand j'ai vu ce que ça libérait en moi, je me suis dit, mais mon premier réflexe, c'est de le libérer auprès de mes proches et dans mon entreprise. Voilà, moi, tout ce potentiel-là, on ne l'exploite pas chez Advance. Combien de collaborateurs ? Et je veux le libérer, on est 600 collaborateurs aujourd'hui. Et puis j'ai eu envie de le libérer dans la société à travers cette initiative vulnérable. Donc c'est une énergie, en fait. Quand on la libère en soi, elle se propage comme une onde. Ça se propage naturellement. En fait, c'est Gandhi, je crois, qui disait sois le changement que tu veux voir advenir pour le monde. En fait, quand on ressent sa vulnérabilité, quand on développe une conscience sur sa vulnérabilité, la pollinisation, elle se fait naturellement. C'est ça qui est formidable, c'est ça qui est systémique, et ça va très vite parce qu'on lève très vite les résistances intimes, culturelles, etc. Parce qu'on a été formaté à refouler tout ça, en fait. Alors, merci. Ça va aujourd'hui ? Oui, je vais très bien. Je suis un homme plus complet que je l'étais avant la maladie. Donc voilà, c'est excitant. Merci de nous le partager. Alors, Jérôme Aubry, rigolo comme la vie, c'est le nom de sa boîte. Il était au départ du Vendée Globe, lui. Ah, il a le bonnet en plus. Le joke. Alors, allez-y, Jérôme. Oui, donc en lisant ton livre, je vais quand même l'enlever. Non. Non, bon alors. Bah non, c'est drôle pour les photos. Oui, en lisant ton livre, j'ai fait un lien entre toutes les vulnérabilités qui t'ont à la fois attaqué et construit, avec ce que vit un bébé, puisque nous on accueille des bébés, où le bébé il est dans un paradoxe total, puisque comme tu l'as dit, il est complètement vulnérable. Hein, il n'a pas de capacité physique, relationnelle, il n'est que dans l'émotionnel. Et en même temps, il se prépare à vivre une transformation fulgurante dans son développement. Cette période de la petite enfance, c'est la construction de l'être, alors que le monde de l'adulte est obsédé, comme tu l'as dit, par la performance et par l'avoir. Alors ma question, c'est est-ce que tu penses qu'on doit complètement réinventer notre société ? D'ailleurs, les Suédois ont déjà attaqué le sujet. Réinventer notre société qui doit être construite non pas par rapport aux besoins des adultes, mais par rapport aux besoins des enfants. Et vraiment inverser cette dimension de d'abord, on va s'intéresser à la construction de l'être avant d'aller chercher le plus vite possible l'acquisition de savoir, la performance, l'avoir. Et ça, je pense que c'est un phénomène très important qu'on doit impulser. Et donc ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il faut le faire et comment ? Et vous avez 2 minutes. Ouais. Pour moi, un être humain, il est composé par... il y a 2 cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche. Aujourd'hui, à l'école, dans le monde du travail, on développe nos aptitudes à faire, à agir, à entreprendre. Et on étouffe complètement nos aptitudes à être, à ressentir, etc. Et ça, déjà, pour moi, aujourd'hui, je trouve qu'on développe que la moitié de nos aptitudes. Voilà. Moi, pendant 30 ans, pendant mes études et pendant tout mon parcours entrepreneurial, j'ai développé de formidables aptitudes à faire, à entreprendre, à agir, à résoudre des problèmes, etc. Mais j'ai complètement étouffé mes aptitudes à voir, à ressentir, etc., à être, tout simplement. Voilà. Et c'est très subtil. Mais voilà, aujourd'hui,
Ces deux univers-là sont complètement séparés. En fait, quelqu'un qui naît avec une forte sensibilité, etc., en général, va être orienté vers des métiers artistiques, etc., etc. Et il va surtout être souvent exclu, mis de côté, etc., à l'école, etc. Donc, moi, aujourd'hui, et plus on avance aujourd'hui, et plus il me semble qu'on étouffe nos aptitudes humaines, parce que la technologie vient prendre le pas. Aujourd'hui, l'IA vous évite de réfléchir, il suffit de poser une question, hop, on a des réponses influencées, dirigées par des personnes qui ont des intentions derrière bien claires et bien définies, et qui vont venir vous exploiter. Moi, je pense que la clé aujourd'hui... Alors, il y a plein de choses à dire. On est dans un siècle de transition. Le monde est en train de changer, amené par plein de révolutions. La révolution technologique, la révolution climatique, etc., etc. Dans ce monde en transition, effectivement, il est urgent de réinvestir le potentiel humain. Comme tu le dis aujourd'hui, un enfant, il n'est pas formaté. Il vit avec ses pleines qualités humaines, en fait, avec sa capacité à progresser, à grandir, à évoluer, à progresser, etc. Et on va lui apprendre, on va le mettre dans des schémas, dans des normes pour faire, etc. Et on ne va pas l'épanouir complètement. En fait, avant d'apprendre une personne à faire, il faut l'apprendre à être. Voilà. Et je pense c'est important d'équilibrer les deux. C'est important de réinvestir le potentiel humain. J'ai le sentiment aujourd'hui que ce potentiel humain, de génération en génération, il est diminué, il est étouffé, parce que c'est plus facile de poser une question à ChatGPT que de réfléchir, ou que d'aller chercher dans un livre, etc. Et pour moi, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Soit on se laisse happer et aspirer par ce monde où la technologie prend le pas, mais la technologie, elle est exploitée au profit et au bénéfice de personnes qui veulent dominer. Voilà. Soit au contraire, on redonne le pouvoir à l'intelligence humaine et on réinvestit complètement le potentiel humain. Et réinvestir le potentiel humain, c'est de réinvestir massivement dans l'éducation. C'est de réinvestir massivement dans la santé, de revoir complètement nos systèmes de santé pour mieux entourer les personnes qui sont fragilisées, créer les environnements vraiment où les personnes qui sont fragilisées, etc., puissent s'épanouir parce qu'elles portent une richesse en elles, c'est-à-dire qu'elles ont fait l'expérience de la vulnérabilité. Et faire l'expérience de la vulnérabilité développe énormément de ressources, énormément de potentialités qui sont indispensables aujourd'hui à nos sociétés, dans nos entreprises, etc. Aujourd'hui, enfin voilà, bon bref, je peux parler des heures pendant ça, mais pour moi, la clé, c'est justement de réinvestir le potentiel humain, parce qu'il est sous-exploité aujourd'hui dans la société, dans l'entreprise, et que plus ça va, et moins on l'exploite, ce potentiel humain. Allez, merci. Allez, encore une question avec Reine-Marie Noblecourt. Vous avez un micro devant vous. Oui, merci Alexandre. Bonjour à tous. Très touchée en effet par Vulnérable. Et vulnérable moi-même, pour autant force de proposition et force d'action. Alors, pour le pied à l'étrier, c'est accompagner des écoliers ou retraités. Et en fait, je dirais, j'ai quasiment, à travers les propos de tout un chacun, j'ai eu les réponses à une question que je me posais. Et nous, je dirais, ce qui nous anime, c'est comment redonner, justement transmettre, prendre conscience de cette vulnérabilité à notre jeunesse et leur redonner de l'espérance. Nous essayons de nous employer chaque jour. Pour autant, je dirais par rapport à votre vécu, la dimension, l'entreprise, votre expérience, en effet, je suis à l'écoute de vos conseils et également de votre avis. Que dire à la jeunesse? Oui. D'abord, je précise, le livre, il est en vente à la librairie. Et il se trouve sur les plateformes, notamment Place des libraires. C'est un excellent cadeau à offrir à Noël, à ses proches, à ses collaborateurs, à un conseil d'administration, 18 etc. €. Parce qu'il faut propager le virus de la vulnérabilité.
La jeunesse, ouais, c'est l'enjeu. Et moi, il y a un truc qui m'a appris la maladie. Il m'a appris le terme d'adaptation. Et aujourd'hui, plus ça va, plus je vote pour l'adaptation plutôt que la résilience. Pendant 25 ans, j'ai développé une grosse capacité de résilience avec mon parcours entrepreneurial. La résilience, c'est quoi? C'est face aux échecs, face aux difficultés, face aux épreuves. On mobilise une énergie importante pour se relever, pour trouver les ressources pour justement contourner les obstacles et continuer à avancer, continuer à progresser, etc. Moi, du coup, voilà, on développe de fortes aptitudes et aujourd'hui, on valorise énormément la résilience. Moi, ce que m'a appris la maladie, d'abord, il y a eu une première étape, découverte d'une tumeur à l'œil. C'est un mélanome uvéal qui n'a rien à voir avec le mélanome de la peau, qui est un cancer beaucoup plus grave. Et en fait, j'ai été opéré, la tumeur a été irradiée, et après ça, au bout d'une semaine d'hospitalisation, je suis reparti comme en 40, et j'ai réendossé mon costume d'entrepreneur, de gladiateur, et je suis reparti au combat, etc. Avec force de résilience, puis je me suis dit, bah voilà, ça aussi, j'ai surpassé ce défi, et je continue, etc., etc. Et puis après, 3 ans après, donc c'était il y a 3 ans, là, pour le coup, et sans prendre conscience, sans changer mon comportement en fait. C'est vraiment l'annonce d'un pronostic à court terme qui m'a, l'annonce d'une condamnation en fait, qui m'a, même si on n'est jamais condamné, c'est pas le sujet, mais qui m'a vraiment, qui a été un choc majeur et qui m'a fait prendre conscience de cette vulnérabilité. Mon premier réflexe, après l'émotion passée, en plus, c'était un moment où j'avais décidé de faire un break de 4 mois, j'étais sur le chemin de Compostelle. Voilà, donc j'ai eu le temps de penser à ça. J'ai que ça à penser. Du coup, premier réflexe, ça a été de faire preuve de résilience, de réendosser mon costume de gladiateur et de repartir au combat, en disant ce cancer, je vais me le faire. Voilà, je vais me le faire, je vais le dépasser. Et on rentre à nouveau dans une posture de combat, de compétition, où j'étais focalisé contre lui. Et au bout de quelques mois, j'ai pris conscience qu'en fait, ce combat, il était perdu d'avance. Il était vain. Et que cette crise que je traversais, j'aurais jamais la force, dans la durée, de le combattre, en fait. J'aurais jamais l'énergie suffisante pour faire preuve de résilience. Donc, j'ai eu cette prise de conscience, et en fait, je me suis libéré de tout, en fait. Libéré de mon costume, j'ai déposé les armes, comme je le dis. La résilience, pour moi, c'était pas la bonne posture, parce qu'elle amenait à l'épuisement, parce que ça demande une forte énergie. Donc, être résilient ponctuellement, c'est bien. Être résilient dans la durée, c'est impossible. Voilà, on s'épuise. Et aujourd'hui, notre société, elle s'épuise. Elle s'épuise, ouais. On épuise les ressources humaines, les ressources naturelles, etc. Et du coup, je me suis libéré de tout ça. J'ai quitté cette posture de combat, de lutte, pour me concentrer non pas sur les quelques cellules qui avaient être contre et combattre ces quelques cellules qui avaient dégénéré, mais pour prendre en compte les milliards de cellules qui étaient en pleine santé. Voilà. Donc je suis passé d'une posture contre à posture avec, et en fait j'ai fait de cette maladie un allié, et je me suis adapté. En fait, je me suis adapté à ce nouvel état. J'ai arrêté de refuser et d'être en résistance contre ce changement d'état. J'ai accepté ce nouvel état. Et en fait, la grande leçon de tout ça, que j'ai retenue, c'est quand on rencontre un obstacle, quand on rencontre une difficulté, quand on fait face à une vulnérabilité, quelle qu'elle soit, notre premier réflexe, c'est de résister. On ne veut pas changer d'état. On veut revenir à l'état d'avant, en fait. On a peur de la suite. Et quand on se libère de ça, quand on arrive à lâcher prise, quand on arrive à trouver le détachement, on arrête de résister et on va accepter cette nouvelle situation, ce nouvel état, et on va développer une conscience de ça et on va s'adapter. Et c'est là que le processus de transformation il démarre. C'est là que le processus de transformation démarre. C'est pour ça que je dis, moi, là, accepter, mais une acceptation intime, profonde de ma maladie, l'accueillir, m'a pas guéri, même si je pense que c'est pour beaucoup dans le prolongement de ma bonne santé. Par contre, ça m'a profondément transformé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prône beaucoup plus la capacité des organisations à s'adapter, à accueillir les transitions qui sont en train de s'opérer,
ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer à plein de niveaux pour s'adapter, prendre les devants et s'adapter plutôt que chercher à résister. Moi, le quoi qu'il en coûte, je l'ai bien entendu et bien retenu, du Covid. Le quoi qu'il en coûte. On a dépensé des milliards pour sauver un système qui, pour moi, est obsolète, alors qu'on aurait pu dépenser ces milliards pour le transformer. Voilà. Cette crise, elle a été ratée. C'était l'opportunité, une grande crise mondiale collective. C'était l'opportunité d'embrasser, d'accueillir cette crise pour se transformer et s'adapter. Et au contraire, on a fait acte de résilience pour revenir comme avant. Et finalement, comme avant, c'est pire. Le monde d'après, il est pire que le monde d'avant. Voilà. Donc voilà. Et en fait, tout ça pour dire par rapport à la jeunesse, qu'on prend souvent toutes les crises aujourd'hui et qui sont de plus en plus conscientes, mais dans tous les domaines, géopolitique, politique, économique, climatique, social, etc. etc. Et on a, voilà, tout explose autour de nous. Ça annonce la fin d'un système. Ça montre que le système en place, il est obsolète, il n'est plus adapté aux enjeux du siècle. Et plutôt que de lutter, comme la maladie, plutôt que de lutter contre le système, il faut changer de système. Il faut inventer un nouveau système. Arrêtons de concentrer notre énergie à sauver à sauver un système qui est obsolète. Concentrons notre énergie, acceptons que le monde est en train de changer, qu'un nouvel état, un nouvel équilibre est en train de se mettre en place, et concentrons nos énergies, toutes nos énergies, à construire, à faire la bonne config, à construire le nouveau logiciel, à construire le système qui va être adapté à ce nouveau monde. Donc plutôt de rentrer en résistance et en lutte, il faut accepter de se transformer et lâcher prise. Voilà. Donc ce que j'aurais envie de dire à la jeunesse, c'est ça. C'est une crise, c'est pas la fin de quelque chose. C'est le début d'un nouveau monde, d'un nouveau chapitre. Il y a un médecin indien que j'avais consulté avec ma maladie qui m'a dit « Alexandre, tu vas découvrir que la maladie, c'est une renaissance. » Voilà. Donc face à une crise, comme je disais tout à l'heure, on a deux voies possibles. Soit une voie qui nous amène à l'effondrement, c'est une voie où on est divisé, isolé, replié sur soi-même, soit une voie où, à l'inverse, on prend conscience collectivement de cette situation-là pour le transformer en vrai levier de transformation, de coopération, etc. etc. Donc en fait, ces crises sont l'opportunité de créer un nouveau monde, un nouveau logiciel. Et je pense aujourd'hui que notre devoir, en tant que dirigeant aujourd'hui, c'est d'impulser le mouvement, mais surtout de donner le pouvoir aux jeunes, de développer chez les jeunes le pouvoir d'agir, de les mettre en aptitude d'agir, de leur donner les clés pour agir et de libérer le potentiel humain en fait. Et c'est valable dans son entreprise, auprès de ses collaborateurs comme auprès des enfants et de la jeunesse. Il faut leur donner les clés pour réexploiter leur potentiel humain, pour libérer, comme l'appelait Hubert Joly, la magie humaine. Voilà. C'est ça qui va leur redonner l'espoir, je pense. Pour celles et ceux qui étaient là hier, il y avait de ça dans les 3 jeunes qui sont venus ouvrir la séance d'hier midi. Alors, les trophées de l'économie responsable analysent la démarche globale, la stratégie globale de transformation de RSE dans vos entreprises. On vous a demandé de nous partager les unes et les autres un fait, un axe, un angle de votre transformation. On va vous entendre et Alexandre, soyez à l'écoute parce que vous aurez commenté, alors poser une question si vous le voulez. On va répondre à 3 questions autour de l'entreprise à impact aujourd'hui. Et la première d'entre elles, c'est comment vous conjuguez entreprise à impact et business. Et on va en parler avec 4 d'entre vous. Alors là, il y avait une petite musique. Voilà. Comment votre trajectoire de développement, votre business model passe par l'impact? Vous allez nous expliquer ça et je vais poser la question à 4 d'entre vous en
en vous demandant de nous partager une action concrète, un projet concret que vous avez déployé en réponse à cette question. Et puis après, à chaque fois, on remettra vos diplômes. Alors, quel diplôme, vous avez vu? Non, mais ça, c'est du diplôme. Hein? La classe, non? Donc voilà, on leur remettra. Alors, tiens, on va commencer avec Reine-Marie. Ce qui est intéressant dans cette promo, c'est qu'il y a tout en entreprise. Il y a de l'association, de la TPE, de la PME, de l'ETI, un grand groupe international également. Et c'est chouette, hein, cette diversité. Alors, vous l'avez dit en un mot tout à l'heure, vous, votre mission, le pied à l'étrier, c'est d'aller chercher les jeunes. Et avec un outil que vous avez développé, qui est celui du point accueil. Alors, le point accueil, quelle performance ça crée pour votre cible, les jeunes, et pour l'association que vous représentez? Merci Jean-Michel. Alors, le pied à l'étrier, c'est aussi et surtout faire du numérique un lien social et intergénérationnel. Et en fait, la jeunesse, oui, pour autant, je dirais arriver à créer ces synergies entre seniors et jeunesse. Et en effet, je suis très attachée à la ruralité. Je crois que la ruralité a beaucoup à faire dans ce monde de transformation. Et donc, le point d'accueil, c'est en fait un tiers-lieu. C'est créer des petits tiers-lieux dans des espaces en ruralité ou en urbain, qui va permettre, alors dans des espaces libres, accessible au public, qui va permettre, en y installant des ordinateurs et de quoi les utiliser, et en créant une vraie dynamique, c'est-à-dire en associant au projet à la fois les personnes concernées, c'est-à-dire que ça peut être dans une mairie, ça peut être dans une agence postale, ça peut être dans un commerce de proximité, une association, recréer une dynamique de partage, d'échange et de sensibilisation, puisque le numérique présente encore des résistances qui sont importantes. En Hauts-de-France, je crois que nous avons 1,5 million de personnes qui sont justement en situation de besoin d'accompagnement. Et utiliser la jeunesse pour transmettre cette sensibilité, ce naturel à l'utiliser pour justement faciliter ceux qui sont un peu plus résistants en particulier. Alors j'en fais partie, mais les seniors sont également concernés. Et justement de créer cette dynamique pour que les uns transmettent leur savoir, leur expérience, leur savoir-être, et que notre jeunesse soit en situation de sociabilisation, puisque nous avons passé... Combien de jeunes vous allez chercher là? Combien de jeunes on va chercher? Alors en moyenne, 300 jeunes chaque année, dans des dispositifs qui vont être aussi bien des écoliers que des collégiens, également lycées et supérieurs, à travers également un accompagnement ciblé au niveau des stages. Donc des ateliers multidisciplinaires de reconditionnement d'ordinateurs. Tout à fait. J'ai vu. Alors ces vidéos sont intéressantes, elles seront à votre disposition bien évidemment sur le site. Le mot-clé de la RSE pour vous, c'est la transmission. En 2 mots, qu'est-ce que vous transmettez? Eh bien, je dirais, puisque je suis issue des métiers du numérique, et c'est de la transmission des métiers techniques aux métiers artistiques, pour permettre à nos jeunes de découvrir de s'initier et de découvrir les métiers de la maintenance, alors qu'à une époque, on était dans le jetable. Et nous avons toujours été profondément dans faire beaucoup avec peu et de reconditionner les outils. Oui, vous transmettez aussi
ça colle à ce qu'il nous disait tout à l'heure, hein, vous transmettez des valeurs positives. Absolument, oui. Reconditionner, réutiliser, réparer, transmettre également. Transmettre, voilà. Et découvrir à travers toutes ces activités, ces appétences où on peut avoir des jeunes qui sont fragiles, en difficulté, avec des certitudes, pour autant qui ne sont pas vraiment en reconnaissance de leurs propres compétences et appétences, et arriver à faire que chacun trouve en soi sa passion et en faire son métier. Et créer un impact durable. Et créer un impact durable. Et notamment, vous l'avez compris, en milieu rural ou semi-rural. Merci beaucoup. Merci. Hello Art-Up. Hello Art-Up. Avec Laetitia Portal, qui est fondatrice, prenez le micro, d'Hello Art-Up. C'est quoi votre métier, vous, en 2 mots ? Alors, mon métier actuellement, donc, c'est chef d'entreprise, mais avant, j'ai eu un parcours d'archéologue à la Sorbonne. Et ça a un lien, en fait, parce que j'avais un grand-père qui était passionné d'archéologie, qui n'y connaissait rien. Il réparait des moteurs de voitures à Orly. Mais il était persuadé que dans sa petite maison dans la Nièvre, en pleine ruralité, il y avait une petite voie romaine parce qu'il avait trouvé 3 pierres alignées. D'accord. Et voilà, pour lui, c'était Jules César était pas loin, il y avait le site d'Alésia, Jules César avait dû passer par là. Il en a fait un parc d'attractions. Exact. Pas du tout, mais il m'a donné le virus de l'archéologie. Et lorsqu'après, donc après mes études, malheureusement, il est tombé malade, il a Alzheimer, j'allais le voir à l'EHPAD, maison de retraite médicalisée, et que je lui disais, aujourd'hui, on a fait l'exposition Botticelli au musée du Luxembourg. Clairement, le Quattrocento, il n'en avait rien à carrer, c'était pas son truc. Par contre, quand je lui reparlais des 3 petites pierres alignées, là, il reparlait lui-même. Je lui redonnais cette possibilité de se redresser et de parler de quelque chose qui l'animait. Et donc, c'est ce qu'on fait Et avec vous en avez fait une offre, ça. Exactement. Vous travaillez pour 8 EHPAD aujourd'hui. Alors, on travaille pour plus de 100 EHPAD. Ah non, mais vous développez cette technique relationnelle dans 8 EHPAD. Exactement, sur 8 EHPAD spécifiquement dans les Hauts-de-France, avec un partenariat que nous avons avec AG2R notamment. Mais en tout, effectivement, on a essaimé en France dans une centaine maintenant d'établissements. Mais ici, en Hauts-de-France, notamment, notre client historique, c'est le groupe hospitalier L'Osso-Bourdin. Et donc, l'entreprise est à Los. Voilà, c'est vraiment le berceau du commencement de l'histoire. Donc, raviver la mémoire. Raviver la mémoire, donner la parole, c'est surtout ça qu'on va aller chercher. C'est ce que j'ai appris quand je retournais voir mon grand-père à l'EHPAD. C'était que c'était pas lui raconter ce que moi je savais, mais c'était l'aider lui à retrouver les mots et à retrouver la parole et à s'exprimer sur ce dont lui avait envie de parler. Comment vous entraînez votre client EHPAD dans ce projet, quelle proposition vous lui faites ? Alors, la proposition que nous lui faisons, c'est de donner la parole aux résidents, aux salariés et aux familles pour co-construire ensemble un musée au sein de l'établissement. Donc on a à la fois un projet collectif qui embarque les résidents, mais aussi les aidants, les familles, et qui peut se voir ensuite, on a un lien sur le numérique, sur un film, sur une visite virtuelle, et également on peut imprimer et placer dans l'EHPAD différents points. Et donc on redonne la parole à tous nos aînés. Autour de l'art. Autour de l'art, la culture et le patrimoine. Et tous les professionnels de la mise en récit disent que si on ne crée pas une émotion, on ne fait pas bouger les gens, quoi. Exactement. Donc, l'art crée une émotion. Et l'art est surtout ce dont eux ont envie de parler. C'est en ça qu'on va aller chercher, c'est qu'on ne va pas juste leur mettre un tableau de Monet devant les yeux en se disant « qu'est-ce que vous ressentez ?» mais c'est de quoi qu'est-ce qui vous anime vous, quelle est votre passion. Fil rouge, art, culture, patrimoine, mais on a tous quelque chose qui nous lie, un événement, une émotion passée, présente, autour d'un objet. Ça peut être de différents types d'art, de la poésie, du cinéma, de la musique, évidemment des œuvres d'art. On a aussi plein de résidents qui sont artistes, qui sont poètes, dessinateurs. Et vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui ? Alors pour l'instant, nous sommes 2, bientôt 5. L'entreprise grandit. Faire plus que doubler l'effectif, par les temps qui exactement. courent, c'est pas mal. Merci beaucoup, bonne merci. Chance, merci. Alors, ça m'intéresse, Jérôme Aubry, donc
PDG de Rigolo comme la vie. Combien de sites, combien de crèches aujourd'hui? On a 62 crèches, 62 crèches. 550 collaborateurs et 3000 enfants qui sont accueillis tous les jours. Ça m'intéresse d'entendre votre raison d'être. Alors notre raison d'être, on a une mission qui est d'être co-acteur du bien grandir en créant du lien social et au service de la parentalité. Ça, c'est la mission de l'entreprise. On a la chance d'avoir un métier extrêmement paradoxal, parce que notre métier, c'est d'accueillir tous les jours des enfants dans une qualité et un bien grandir important, et en même temps solliciter, mobiliser les acteurs de la société, les entreprises, pour qu'ils puissent proposer des places d'accueil aux parents de ces enfants. Donc ça, c'est le paradoxe qu'on a en termes de métier, et on a cette mission qui nous anime, et enfin un objectif RSE, parce que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette période de la vie, elle est essentielle, et on a envie de proposer une partie de la réponse à quel enfant va-t-on laisser à la planète. Parce que nous avons la conviction profonde que si cet enfant, on le reconnecte à la nature le plus vite possible, dès ses 0, 2, 3 mois, on va pouvoir l'aider à pouvoir vivre dans cette planète de façon plus harmonieuse et plus responsable. L'entreprise existe depuis 20 ans. 20 ans. Est-ce que vous avez un SAV? Est-ce que vous pouvez mesurer l'impact de ce parti pris, de cette promesse auprès de ces 0,3 ans d'il y a 20 ans qui ont 20 ans aujourd'hui? Alors, on n'a pas de statistiques. Néanmoins, on est en train de travailler sur un projet qui est, dans des crèches Rigolo comme la vie, de faire en sorte que les enfants, toutes saisons confondues, passent plus de 50% de leur temps à l'extérieur. Vous avez des combinaisons, là, on les voit à l'écran, des que vous avez combinaisons développées avec Okaidi, je crois. Avec Obaby, oui, Obaby. qui est la marque de petite enfance d'Okaidi. d'Okaidi. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que ces enfants vivent plus de 50% du temps, qu'ils puissent manger, dormir, rêver, découvrir toute la richesse de la nature. Ils passent plus de 50% dehors. Oui, à l'extérieur, toutes saisons confondues. Et ça, forcément, c'est un travail d'organisation, c'est un travail de projet pédagogique, c'est un travail d'aménagement, d'avoir des crèches qui le permettent avec des carports, des choses qui sont extérieures, avoir un équipement adapté. Et on s'est inspiré de ce qui peut se passer dans l'Europe du Nord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi de lever les freins. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de parents qui ont des charges mentales importantes et qui ont une vision de la nature qui est différente, la nature, ça fait peur. C'est dangereux, c'est sale. Connecter les enfants à la nature dès la petite enfance. Exactement. C'est un parti pris intéressant. C'est un parti pris très important. Voilà. Merci beaucoup. Je l'applaudis aussi. Alors, on va écouter maintenant Marc-Antoine Noiret, cofondateur de Noiret Patrimoine, créé en 2016, je crois. C'est ça. Et que vous avez très vite transformé l'entreprise. Expliquez-nous pourquoi. Parce que c'est un bébé, lui. Mais dès les 2-3 ans de fonctionnement, il renverse la table. Expliquez-nous. Alors à l'époque, je sors de l'IESEG, où j'ai fait un master en finance, et je crée... Regardez, j'ai un crayon. IESEG, bah oui, très bonne école. Et je crée donc un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dédié au sujet de la finance solidaire qui m'avait intéressé pendant mon master. L'idée, c'était de dire il faut pouvoir cumuler un impact social, environnemental positif avec une rentabilité. Et donc notre mission, c'est justement d'accompagner des particuliers, des associations, des congrégations religieuses dans la gestion de leur épargne et de le flécher vers des projets de l'économie sociale et solidaire, entreprises d'insertion, entreprises adaptées pour personnes handicapées, foncières, etc. Ça, c'est en 2016. L'entreprise se développe plutôt bien, mon frère travaille avec moi, etc. Et puis, c'est juste après la COP21, donc on se rend compte qu'il y a d'autres acteurs qui arrivent sur le marché, les banques, etc. Et qu'on commence à parler beaucoup plus de finances durables, finances vertes, avec des choses qui sont très positives pour l'offre et qu'on utilise pour nos clients, et aussi des choses qui sont beaucoup plus marketing. Du bashing, donc, il y a eu du bashing. Voilà, un petit peu parce qu'il y avait un phénomène vraiment global après la COP21. Et donc nous, on a cette réflexion avec mon frère de dire mais comment est-ce qu'on fait pour créer un pure player de l'économie sociale et solidaire? Parce que si on vend ce modèle-là pour nos clients qui sont investisseurs, il faut aussi qu'on puisse se l'appliquer.
Et donc, on décide de transformer l'entreprise, de mettre en place des règles différenciantes. Par exemple, les conseillers n'ont pas de rémunération aux variables, alors qu'en fait, quand vous allez dans une banque ou dans un cabinet, chaque conseiller, généralement, il est commissionné sur les placements qu'il propose. En tout cas, c'est généralement souvent le cas. Et bizarrement, c'est les produits les plus commissionnés qui sont les plus vendus. Voilà, suivez un peu mon regard. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc, on décide de transformer l'entreprise, d'adopter le statut d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, de devenir entreprise à mission et de créer un modèle de fondation actionnaire. C'est-à-dire que 100% de l'entreprise a été donné à un fonds de dotation. Et donc, c'est le fonds de dotation qui pilote la gouvernance. Les actionnaires historiques ont cédé 100% de leur part au fonds de dotation. C'est ça, exactement. D'accord. Et c'est lui qui est aujourd'hui le chapeau actionnarial de l'entreprise. Comment on conjugue économie et philanthropie? Alors justement, nous, donc, notre métier, c'est de placer l'argent de nos clients en essayant d'intégrer ces critères éthiques et solidaires. Pour ça, on a une commission, on fait des facturations d'honoraires de conseil, et chaque année, 5% de notre chiffre d'affaires remonte à ce fonds de dotation. Pourquoi est-ce qu'on a pris 5%? Parce que c'est la moyenne des dividendes du CAC 40. Donc voilà, donc remonte à ce fonds de dotation et ensuite distribué à des associations voilà, qui sont sélectionnées par le conseil d'administration. Comment on manage? Il y a une volonté de l'actionnaire d'aller au bout de l'engagement sociétal jusqu'à transformer son modèle capitalistique. Comment on vend ça aux collaborateurs? J'ai vu que vous étiez 8, c'est ça? Oui, on est 8. Donc, c'est sûr que le but de l'actionnaire, qui est unique et qui est ce fonds de dotation, c'est, on l'a dit, un outil philanthropique, mais c'est avant tout déjà de jouer son rôle d'actionnaire sur la gouvernance. Et donc, on a une mission d'entreprise et le but, c'est d'être le plus cohérent possible, le plus aligné avec cette mission qu'on défend. Donc forcément, tous les collaborateurs, dans ce qu'on fait, on essaie de passer ces valeurs-là en leur disant que le but, c'est de faire les choses différemment. On ne va pas révolutionner le marché de l'épargne, de la gestion privée, de la banque, mais l'idée, c'est de montrer qu'il y a une voie différente qui est possible et un modèle différent qui est possible. On sait vendre à un client final l'utilité plutôt que la rentabilité? Alors, elle ne s'oppose pas toujours, mais parfois elle s'oppose. Donc, je peux donner par exemple un exemple, mais on a financé l'association Colibri, qui est une association qui fait de l'aide sociale à l'enfance et qui applique la pédagogie scout. Ils ont ouvert 2 maisons à Renescure et nos clients, ils ont prêté 500 000 € sur 7 ans à un taux de 3%. Donc ça, c'est sûr que la rentabilité, c'est pas la rentabilité maximale qu'on pourrait avoir quand on fait des placements financiers, et c'est pas forcément la rentabilité qu'on aurait pour le risque qui est pris. Mais quand on voit l'utilité, quand les investisseurs ils vont sur le terrain, ils vont visiter les maisons, qu'ils voient ces enfants, ça donne un autre sens. Donc le but, c'est de connecter les gens beaucoup plus à l'utilité de leur argent très concrètement. Bravo. Et ça, on arrive à le vendre, ouais. Bravo. Faire des placements. Alexandre, un commentaire sur ces 4 témoignages engagés? Déjà, pour réagir tout de suite à ce que disait... je ne sais pas si son nom de famille c'est Noiret, mais oui, c'est ça. Effectivement, la Fondation Actionnaire, c'est un excellent outil pour pérenniser une mission d'entreprise et redistribuer en fait une partie de sa performance économique et financière pour réinvestir justement dans le profit sociétal pour mieux équilibrer la création de richesses financières, sociales, environnementales. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Monsieur rigolo comme la vie. Effectivement, c'est Léonard de Vinci qui disait va dans la nature, c'est là qu'est ton futur. Voilà, c'est exactement ça. Tout ce qui vise de manière générale à recréer du lien, recréer du lien avec soi-même, parce qu'on est dans une société qui nous désaligne complètement par rapport à nos aspirations humaines, profondes, personnelles, et ce qu'on est amené à réaliser dans nos vies professionnelles. Donc tout ce qui concourt à recréer du lien avec soi, à recréer du lien avec les autres, recréer du lien avec le vivant, ça va dans le bon sens, ça va dans le sens de redévelopper, de réinvestir notre potentiel humain. Voilà. Donc tout ce qui concourt aussi à utiliser le numérique comme un outil pour accélérer, augmenter ses capacités humaines, ça va dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, il faut encourager toutes ces initiatives. Recréer du lien, libérer le potentiel humain, c'est réinvestir le potentiel humain, libérer la magie humaine. Voilà, je pense que c'est en tout cas moi, c'est la voie
c'est la voie que vous suivez, c'est la voie qu'il faut suivre. La remise des diplômes. Alors, les partenaires des trophées de l'économie responsable vont vous remettre vos diplômes et vos trophées. Vous venez là, vous pouvez appeler vos équipes si elles sont dans la salle, il n'y a pas de problème. Marc-Antoine Noiret, votre diplôme va être remis par Rémi d'Herbecourt, cofondateur de Keman. Donc Rémi passe par là et il prend le diplôme, le trophée, hop, et on va là au milieu. Et on vous applaudit bien fort, d'accord? Vous, comme les lauréats. Voilà. Alors, allez-y. Alors, on va faire un à la fois pour les photos et après on fait une photo collective. Ça va? Ah, c'est juste pour les photos. Voilà. Très bien. Formidable. C'est l'équipe de Noiret. Ben, venez. Bravo. Votre diplôme remis par Rémi d'Herbecourt, cofondateur de Keman. Et le trophée? Attendez, le trophée? Le trophée? Revenez. Il faut donner en même temps le trophée et ils sont magnifiques. On vous expliquera les trophées tout à l'heure. Allez-y. Voilà. Bon, c'est les premiers. Hein. On va roder le truc. Hein. On en a 11 à remettre. Hein. Félicitations. Gilles Leclerc, le directeur général d'Axantia, va remettre son trophée à Laetitia. Et le Wartup, il n'est pas là. Alors c'est Marie-Hélène qui va. Alors trophée et diplôme. Voilà. Hop. Magnifique. Le gros lot. Félicitations. Clémentine Passiti, directrice de la RSE du groupe AG2R La Mondiale, va remettre son trophée à Jérôme Aubry, rigolo comme la vie. Voilà, trophée, diplôme. Bienvenue madame. Alors les équipes, venez. Venez pour la photo. Et vos applaudissements. Oula, vos applaudissements. Top. Et Marie-Hélène Foubet, présidente de Réseau Alliance, va remettre son trophée et son diplôme à Reine-Marie Noblecourt, le pied à l'étrier. L'équipe, venez pour la photo. Hop. Bienvenue. On fera tout à l'heure une grande photo collective hein, avec Alexandre. Félicitations, bravo. En salle, si on peut lui donner un micro, Benoît Borel, il est là. On peut lui apporter un micro, s'il vous plaît. Alors, Benoît est président du comité d'agrément, parce qu'il y a tout un processus hein, d'études des dossiers que vous remettez. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors il est par ailleurs directeur de la responsabilité sociétale et environnementale de l'ACATO à Lille, nous expliquer le processus d'études des dossiers qui sont déposés? Oui, bonjour à toutes et tous. C'est un processus qui est long, qui se déroule sur plusieurs mois. Un gros investissement de Réseau Alliance, un gros investissement du comité d'agrément, une trentaine de personnes qui se réunissent à 2 reprises. La première étape, c'est un comité de présélection. Le comité d'agrément se réunit 2 fois, comité de présélection, et la deuxième étape, c'est le comité de sélection. Ça dure 1 journée, et c'est franchement un très bon moment. C'est un vrai bonheur, en tout cas, et je le dis au nom du comité d'agrément et des membres qui sont là aujourd'hui. C'est un vrai bonheur de voir concrètement l'aboutissement, la traduction de cette démarche et de vous voir vous aussi sur le podium. Vous avez compris que les critères, donc on a une grille d'évaluation, c'est exigeant, bienveillant. Les critères sont des critères certes de RSE, d'action, mais aussi de capacité à transformer, de capacité à emmener, à embarquer, à générer un impact territorial, à générer de la coopération, voilà, à donner du sens aussi, et grâce à ce sens,
à emmener l'entreprise, à emmener les partenaires à transformer la société. Donc c'est ça aussi qu'on regarde et qu'on reconnaît aujourd'hui. Qui compose le comité d'agrément? Ce sont des dirigeants d'entreprise, des cadres d'entreprise, des personnalités du monde économique local. Donc c'est important aussi. C'est une reconnaissance par les pairs. Voilà. C'est une reconnaissance par les pairs. Dans le comité d'agrément, d'anciens lauréats du trophée également. Donc il y a cette transmission dont on parlait aussi tout à l'heure qui se fait, et cette évolution aussi, parce que la RSE d'aujourd'hui n'est plus la RSE d'il y a 10 ans, hein, évidemment. Merci beaucoup, Benoît, et merci pour ton engagement également. On va entendre une autre session d'entre vous pour nous donner des preuves de l'impact comme levier accélérateur de la transformation. On va vous écouter tout de suite. On va vous entendre sur comment on peut faire bouger les lignes dans vos activités, vos organisations, vos manières de faire et comment ça crée de la performance et de la durabilité. Éric Venel. Éric est directeur général d'Okaidi. Alors, 2-3 éléments pour qualifier l'activité d'Okaidi, nombre de magasins, de collaborateurs. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc Okaidi a bientôt 30 ans, à 30 ans l'année prochaine. Okaidi, c'est depuis sa création une idée de 2 hommes, de Jean et Jean-Luc. Et d'ailleurs, on a... Jean est là. Jean est là parmi nous, un des 2 fondateurs, mais il veut rester discret. Il m'avait dit n'en parle pas, mais je pense que c'est quand même important de dire que il y a beaucoup de fondateurs d'entreprises, de gens qui ont ouvert des voies. Moi, je ne suis que le porteur d'une flamme allumée il y a 30 ans. Donc, il faut garder beaucoup d'humilité par rapport à l'entreprise. Donc, aujourd'hui, Okaidi, c'est un peu moins de 1000 magasins dans le monde, 24 sites web et une fondation. Et depuis la création de l'entreprise, on parlait tout à l'heure de raison d'être, c'est entreprendre pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Et donc, l'enfant est au cœur de l'entreprise. Ouais, donc c'est environ 7000 salariés dans le monde aujourd'hui. 7000 collaborateurs. L'humain est au cœur de toutes vos raisons d'être. Hein. Les chiens ne font pas des cas, hein, comme on dit dans le Nord. Alors, vous allez nous parler d'une démarche, d'un projet que vous avez développé, qui est celui de la consigne de vêtements, et nous dire en quoi ça crée de la performance et qualifier cette performance. Racontez-nous l'histoire. Alors, avant de parler de l'idée, juste pour remettre un petit peu de contexte, alors je sais que beaucoup de gens sont passionnés de RSE et aujourd'hui on en parle beaucoup. Aujourd'hui, si on estime sur la planète qu'il y a environ de quoi habiller 4 à 6 générations d'hommes et de femmes pendant 12 générations. Pardon, wow. Il y a de quoi habiller 12 générations, non, 6 générations de 12 milliards d'habitants. Excusez-moi. 6 générations de 12 le milliards calcul d'habitants. Un peu. Hein. Donc c'est dur le matin de faire les additions. On produit aujourd'hui 60% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans et on les porte 2 fois moins longtemps. Donc on est parti de ce constat qui est un constat général et tout à l'heure vous disiez il faut regarder ce que l'on peut changer. Et se dire, on a 2 possibilités de travailler dans ce métier. On dit souvent que le textile est dans le top 3 des industries les plus polluantes. Donc il faut garder beaucoup d'humilité par rapport à ce qu'on fait. Et se dire, qu'est-ce que l'on peut faire différemment? Alors on s'est aperçu, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, on a lancé ce qu'on appelle le Light Troc, c'est-à-dire la possibilité pour les clients de venir en magasin redéposer les vêtements qu'ils avaient achetés chez Okaidi, les mettre en vente. Donc là, la maman vient, amène ses vêtements, les met sur cintre, les étiquette, et on lui achète, quand le client achète un produit en Editroc, on lui donnait un bon d'achat. Et en regardant les vêtements qui revenaient, alors on avait déjà cette conviction, parce que un des fondamentaux de l'entreprise, c'est d'essayer d'allonger la durée de vie des vêtements, pour qu'ils puissent passer de génération en génération. Et on s'est dit, les vêtements que l'on voit dans l'Editroc sont de qualité exceptionnelle, souvent proche du neuf. Et on s'est dit, on va lancer quelque chose qui n'existe pas,
C'est-à-dire, on va dire au client, quand vous passez en caisse, donc c'est actif partout en France depuis le mois de mars, eh ben on va vous donner le prix auquel on va vous les racheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez acheter un vêtement, un jogging, un jean, un sweat, un t-shirt chez Okaidi. Ben, quand vous partez, vous avez sur le ticket de caisse le jean, le t-shirt et le sweat que vous avez acheté, on va vous le racheter tel prix. Donc, vous proposez aux clients d'adopter le réflexe de la seconde vie. Dès l'acte d'achat. Dès l'acte d'achat. Donc, un distributeur de vêtements pour enfants qui gagne sa vie là-dessus, qui dit aux gens, à son client, tu vas acheter moins, on va t'aider à faire la boucle circulaire. Pour quel profit? Alors, pour quel profit? La reprise du vêtement nous permet de le revendre parce qu'il est dans un réseau sécurisé, c'est-à-dire qu'on en a vérifié la qualité, on a vérifié que le vêtement était nettoyé, qu'il était propre, qu'il a été sélectionné. Contrairement à l'ID Troc où le client déposait son vêtement et on ne faisait aucune marge, là on remet en vente un produit sur lesquels on fait une marge. Il y a un business model, dans votre reporting, il y a une exploite là-dessus? Absolument. Aujourd'hui, le marché de la seconde main est un marché qui globalement est plutôt déficitaire. Nous, on n'a pas, alors c'est pas le cœur de notre business model, c'est une petite part, mais on a décidé de le faire d'une manière vertueuse et on colle parfaitement à ce type de business parce que dans le niveau de prix où nous sommes, si on prend le cas de Vinted par exemple, un body que vous achetez 6 €, vous allez vendre sur Vinted 2,50 €. 2,50 €, ça veut dire que la maman ou le papa, chez lui, va prendre le produit, va le mettre sur une table, va faire une photo, 2 photos, 3 photos, va le mettre sur le site, va faire un descriptif, va répondre aux questions, on va lui dire c'est 2,50 €, je vous l'achète 2 €. Finalement, ensuite, il va le mettre dans un colis, il va le déposer à la poste. Toute cette chaîne, pour 2,50 € n'a aucune valeur. Donc nous, ce qu'on dit, c'est venez, déposez, prenez le fruit de ce dépôt. Donc en moyenne, les clients déposent 8 articles. Et sur les 8, on en vend très vite 6. Donc ça marche plutôt très bien. Ouais. Et on l'inclut dans le premier choix. C'est-à-dire qu'il est étiqueté différemment et on donne le choix au client d'acheter soit du neuf, soit de la seconde vie. Une dernière question très vite. Comment on embarque les collaborateurs à avoir ce réflexe de dire au client bah non, n'achète pas, tu vas aller chercher du produit de seconde main. Enfin, on change de mindset là. On change de mindset parce que alors ça a été assez facile dans l'entreprise parce que la raison d'être et la culture de l'entreprise a rendu les choses très vite perméables dans les équipes. Aujourd'hui, la seconde main est un élément du business model à part entière. D'accord. Et on n'a pas eu du tout à forcer ou à pousser. Il y a certaines choses où on doit revenir et mettre plusieurs fois le fer au feu. Là, ça a décollé tout de suite, en France en tout cas, qui est un marché qui est un petit peu en avance sur les collègues européens avec l'Allemagne. On va le faire maintenant partout en Europe parce que maintenant les pays le demandent. On était avec nos amis polonais, allemands, italiens et espagnols qui disent vite, il faut vite le mettre. Et parce qu'on est les premiers. Le fait d'être pionnier pour les équipes, c'est extrêmement important parce qu'on a créé le mouvement. Ça pèse combien le chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, alors, on vise en France 1,5% du chiffre d'affaires. Et on est proche des 1 aujourd'hui. D'accord. Il y en a qui est fier, hein, mais il y a Jean qui est là. Bravo, merci. Merci. Vous êtes certainement consommateur de fruits rouges. Ils ont 35 ans d'existence. Ils sont dans l'Aisne. C'est quoi la gamme des fruits rouges ? Enfin, il y a combien, je ne sais pas comment on dit, combien de variétés, combien de... Alors, il y a énormément de variétés. Effectivement, on est spécialisé dans tout ce qui est petits fruits rouges frais, fruits surgelés, où là, c'est vraiment l'entièreté de la gamme des fruits disponibles sur le marché. Et on transforme à l'an tout ce qui est fruits, on va dire, trop mûrs, avec des petits défauts visuels. On va les transformer en purée et coulis de fruits. Donc, quand on a été créé par des producteurs il y a 35 ans, et quand on a été créé, on a eu vraiment ce souci d'amener de la valeur ajoutée à chaque fruit cueilli,
Donc c'est pour ça qu'on a très vite démarré le fait de surgeler des fruits et de les transformer en purée et coulis de fruits. Vous êtes dans l'Aisne, combien de collaborateurs ? Alors on est dans l'Aisne, on a également un établissement secondaire à Perpignan et aussi une ferme au nord du Maroc. On est plus de 350 à l'an. Enfin, au total, sur les 3 sites, on est plus de 550 et c'est plus de 35 000 tonnes qu'on propose. Ça en fait des barquettes. 35 000 tonnes de fruits d'exception qu'on propose aux consommateurs chaque année. Une direction générale collégiale et avec, alors parmi les axes de transformation, celui de relocaliser. Vous avez créé un campus. Oui. Alors expliquez-nous ce que c'est, qu'est-ce que ça produit pour vos fournisseurs, pour l'entreprise et pour le client final, et pour la planète. Oui, complètement. Alors c'est vrai que dans notre stratégie, on a un souhait de relocaliser une partie des filières en France, déjà d'amener de la résilience aux filières existantes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de créer un campus d'expérimentation pour continuer vraiment à accompagner les producteurs. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de producteurs dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est chez qui on va collecter vraiment le savoir-faire, vraiment les petits fruits pour proposer aux consommateurs chaque jour. Et donc sur ce campus, on expérimente différents modèles avec les producteurs, avec des scientifiques. On cherche vraiment à définir le modèle, le modèle durable pour la production de petits fruits rouges. Donc face au dérèglement climatique, nous, le fruit rouge est extrêmement vulnérable. Une framboise, c'est très fragile, donc on a besoin de protéger. Et dans ce cadre-là, on expérimente de la couverture. Ce sont des panneaux photovoltaïques nouvelle génération. On expérimente pour voir si on peut produire du fruit rouge sous ces panneaux solaires, pour que le producteur soit à la fois producteur d'électricité et producteur de fruits. Et on mesure pour avoir de la donnée et pour pouvoir dupliquer en fait ce modèle-là chez nos producteurs demain. Donc c'est un campus qu'on a inauguré là en 2025. Donc on a besoin de 2-3 années d'expérimentation pour définir le bon modèle à dupliquer chez les producteurs. Mais les résultats sont vraiment encourageants, avec 30% d'eau consommée en moins par exemple pour produire une framboise, et puis aussi un confort, parce qu'il y a un enjeu sociétal très fort. Nous, 1 hectare de framboise, c'est 30 cueilleurs en saison. Pour l'instant, on n'a pas remplacé la main de l'homme délicate pour cueillir de la framboise. On la cueille à la main ? Elle est cueillie à la main. Pour le marché du frais, effectivement, ce sont des framboises qui sont cueillies à la main. Donc le fait de couvrir aussi avec ces panneaux permet de lisser les pics de température et d'amener aussi du confort pour la cueillette. Quand on décide de mettre en place ce campus, de relocaliser, de travailler en circuit court, il faut qu'il y ait un écosystème, quoi. Donc comment vous le construisez, comment vous consolidez des producteurs pour qu'ils puissent vous fournir et que ça puisse durer? Oui, alors, comme vous l'avez dit, on a été créé par des producteurs il y a 35 ans. Il y a une coopérative de producteurs au capital de l'entreprise. On est une direction un petit peu atypique puisqu'on est une direction à plusieurs têtes. Donc on se challenge au quotidien. Et puis c'est aussi grâce aux collaborateurs qu'on a vraiment décidé d'œuvrer sur cette partie expérimentation. 87% des framboises qui sont consommées aujourd'hui sur le marché français sont importées. Donc, nous, on importe aussi effectivement des framboises, mais par rapport aux différentes crises là qu'on a pu connaître, on se rend bien compte qu'il faut, pour amener de la résilience et de la souveraineté alimentaire, il faut absolument relocaliser une partie de la production en France, que ce soit pour le marché du frais, consommé en fruits frais, mais aussi pour la partie industrielle. Aujourd'hui, les framboises qui sont utilisées en pâtisserie, en glace, en confiture, elles sont importées. Donc nous, on relocalise. Et alors là, pour le coup, on les récolte à la machine. Enfin, c'est un système comme des vendangeuses en fait, qui viennent secouer les arbustes. Et on développe aussi ces filières-là pour amener de la résilience et de la souveraineté alimentaire. Je peux faire une bûche aux framboises à Noël? Non, mais c'est correct. Bien sûr. Alors, environnementalement nous, c'est vraiment correct. notre métier de proposer à nos clients toute l'année une gamme de fruits rouges frais qu'on a sélectionnés et qu'on propose à la fois pour des applications en pâtisserie, en glace, mais bien sûr à consommer aussi comme ça, sans modération, puisque le petit fruit rouge est extrêmement bon pour la santé. C'est un alicament, c'est très naturel, c'est un apport vitaminique.
Donc consommez-le sans modération, et bien sûr qu'il faut en consommer en ce moment, on a besoin de vitamines. Ouais. Effectivement. Ambiance TP fait partie de la promotion 2025 des trophées de l'économie responsable. Son fondateur n'est pas là, mais son équipe va venir chercher son trophée dans quelques instants, mais il a tenu à s'adresser à nous en vidéo. Regardez-le. Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, car je participe à la première réunion du conseil d'administration de la Fédération régionale des travaux publics Hauts-de-France, où je viens d'être élu. Nous sommes vraiment ravis et fiers d'être lauréats des trophées de l'économie responsable. C'est une belle reconnaissance pour toute l'équipe d'Ambiance TP. Si je vais résumer notre transformation, je dirais qu'elle a commencé le jour où nous avons construit notre propre bâtiment, un bâtiment passif conçu pour consommer beaucoup moins d'énergie, avec des matériaux durables, un potager, des arbres fruitiers et même des ruches. Une manière de montrer que le changement commence chez soi. Et alors, plusieurs actions. Oui, allez-y. Hein. Depuis, nous faisons évoluer notre façon de travailler. Ah non, ça continue, pardon. Sur nos chantiers, nous réemployons nos matériaux, nous organisons la valorisation des déblais. Nous faisons circuler les ressources d'un chantier à l'autre et nous limitons les trajets. Et aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape, la création de notre propre plateforme de recyclage. Elle nous permettra de transformer nos matériaux inertes et de les réutiliser en circuit court. Moins de trajets, moins de déchets, moins d'impact. C'est cela qui nous motive. Prouver que même dans les travaux publics, on peut créer de la valeur en préservant les ressources. Merci à toutes et à tous pour cette reconnaissance et je vous souhaite un très bel événement. L'entreprise a développé une stratégie de circularité sur les chantiers, un siège social complètement passif également, enfin vraiment des impacts, des décisions de décarbonation importantes. Alexandre, commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Les framboises, c'est bon pour la santé. Hein. Oui, je suis très proche de l'agriculture. Moi, je voulais rebondir, bravo à tous, comme les quatre premiers. Une réflexion que votre transfo métier business chez Okaidi m'a inspiré, c'est qu'en fait, il faut créer les conditions au changement. Et créer les conditions au changement, c'est commencer par créer le terreau qui va permettre le changement. Et ce changement, c'est la transfo culturelle de l'entreprise. Voilà. Donc, pour moi, le premier ingrédient pour permettre et rendre possible le changement, c'est transformer la culture c'est mettre en place une culture d'entreprise et mettre en place un environnement où justement la libération du potentiel humain, l'accueil des vulnérabilités, etc., toute cette culture-là va émerger. Et c'est ça qui va rendre possible le changement. Et une fois que vous mettez ce que vous avez parlé de culture d'entreprise, c'est clé. Une fois que vous mettez, en fait, il faut jouer sur la culture d'entreprise et après vous laissez faire le reste, quoi, en fait. Voilà, vous laissez faire les autres. Et vous verrez que ça libère énormément de choses, énormément de richesses, énormément d'énergie, qui va rendre possible le changement et qui va rendre possible des initiatives et les pas de côté que vous êtes capable de faire dans vos activités respectives. Ouais, c'est clair. Hein, on n'embarque pas la communauté, ça marche pas. Alors, il faut rendre le terreau fertile et mettre les gens en condition de. Les accompagner pour qu'ils se mettent en condition. Parce que c'est eux qui sont vraiment acteurs de ces sujets. Bien sûr. On va vous remettre votre trophée, votre diplôme. Benoît Bourrel, c'est Benoît qui va vous remettre votre trophée, président du comité d'agrément. Et la photo. Alors les équipes, venez. Bienvenue mesdames. Le diplôme, le trophée. Ils sont beaux ces trophées. On en parle dans quelques instants. Voilà. Et on les applaudit bien fort. Bravo. Mélanie Marchand, c'est Frédéric Motte, le président de la mission REF3, conseil régional, qui va vous remettre votre trophée et votre diplôme. Ça va? Oui, je débrouille. Ouais, c'est bon. Voilà, merci. Et les équipes, venez bien au centre. Venez les équipes. Ah oui. Bravo. Music Lounge pour vous accompagner. Bravo. Beau blouson, fruits rouges. Kamel Ledra,
président d'Ambiance TP, est représenté par Alicia Couture, qui est animatrice QHSE de l'entreprise. Votre diplôme va vous être remis par Simon Karleskin, qui est directeur de l'ADEME Hauts-de-France. Bonjour Simon, félicitations. Le trophée, le diplôme. Voilà, une belle photo. Ils sont imposants les diplômes. Et on vous applaudit bien fort. Félicitations. Bonne chance pour la suite de vos actions. Où est Caroline Barbier? Où êtes-vous? Voilà, prenez un micro, madame. Bon, vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Alors, elle va nous parler de ces trophées. Vous êtes directrice économie et emploi à la CAPSO. La CAPSO, c'est l'Audomarois. Et il y a une collaboration qui s'est instaurée avec des cartonneries, la vallée du carton, la cartonnerie Gondardenne, le Fab Lab de la station également. La cartonnerie a été 2 fois lauréate des trophées de l'économie responsable. Vous nous racontez l'histoire? C'est ça. L'année dernière, effectivement, Cartonnerie Gondardenne a été lauréat et on a souhaité, avec l'entreprise et la station, pouvoir vous proposer ces trophées qui mettaient en valeur, d'une part, les savoir-faire du territoire et des entreprises, et qui permettait aussi d'utiliser donc des matériaux, vous l'avez dit, le carton issu de matières recyclées et recyclables, et puis le petit disque en plastique qui est fait à base de plastique recyclé, issu de l'impression 3D aussi et du Fab Lab. Voilà, c'était vraiment un souhait de mettre en valeur ce savoir-faire et puis les entreprises, et on est très heureux quand on voit les beaux projets de toutes les entreprises de pouvoir contribuer un tout petit peu à cette cérémonie. Ils sont chouettes. Merci beaucoup, madame. Merci. Il nous reste avec les lauréats qui n'ont pas encore pris la parole, un dernier sujet à traiter. Il est d'ailleurs dans votre présentation, vous en parlez dans votre livre, c'est un mot-clé qui guide votre action, qui est celui de la coopération. La coopération, l'indispensable chemin de l'entreprise à impact, et vous allez nous en parler tout de suite. Donc, je vous pose la question des modes de coopération que vous avez mis en place et avec quelle partie prenante pour créer de la performance et vous développer. L-Market. Alors, L-Market, représenté par Pierre et Diana, Pierre Malaviel, Diana Malaviel, femme, enfin époux dans la vie, hein, vous êtes cofondateur d'L-Market. Alors vous, votre terrain de jeu, c'est un quartier de Lille en complète transformation, qui est celui de la zone de Fifcaille. Qu'est-ce que vous y faites là-bas? Alors L-Market, déjà à la base, c'est une coopération entre... alors Laetitia tout à l'heure disait qu'elle était archéologue, moi je suis géologue à la base, donc géologue environnementaliste, on creusait un peu plus profond. Et Diana faisait du marketing social, donc il y avait déjà une première étape sur la collaboration comme ça. Moi je suis ch'ti, originaire du bassin minier, je ne vous ferai pas l'accent, mais je pourrais. Oh si. Si, je pourrais parler comme ça, mais je ne sais pas si tout le monde y va comprendre. Vous forcez le trait, là. Parce que ma femme a un beaucoup plus joli accent, puisqu'elle est colombienne. Donc là aussi, il y avait une coopération. Et nous, quand on a créé L-Market il y a 20 ans, on a commencé à travailler sur tout ce qui était commerce équitable, coton bio. Donc on a développé toutes ces formes-là. Et puis après, petit à petit, on a développé sous d'autres formes d'éthique. Le local, le Made in France, l'upcycling, pas mal de choses là-dessus. Et puis il y a 3 ans maintenant, donc aujourd'hui on a 2 concept stores sur Lille, le site web, et puis il y a 3 ans il y a un copain, Laurent, qui est venu nous voir et qui nous a dit moi j'ai un projet, c'est sur Fifcaille, c'est d'anciennes usines qui vont être réhabilitées en écoquartier, d'anciennes usines dans lesquelles on fabriquait des trains et sur lesquelles un écoquartier va être conçu, et il y a l'idée de monter quelque chose ensemble, il y a une cellule commerciale, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et nous, on a commencé à réfléchir avec Laurent là-dessus et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut proposer? Nous, on avait 2 problématiques. Une première problématique, c'est que dans la mode éthique, vous avez une barrière de prix. Alors, je ne parle pas du prix environnemental et du prix social. Là-dessus, on est forcément gagnant. Mais il y a un prix financier qui est forcément un frein au premier achat. Et nous, ça a toujours été notre réflexion de comment casser ce prix-là et comment proposer des produits à moindre coût.
Et puis il y avait une collaboration aussi, c'est qu'on avait de plus en plus de créateurs, notamment locaux, qui venaient nous voir en disant bon, on voudrait bien être chez vous, on voudrait bien être chez vous, sauf que nous on n'a pas un magasin extensible, donc on ne pouvait pas accueillir tout le monde. Et on s'est retrouvé avec un collectif qui s'appelle l'Étiquette, qui est une 60aine de créateurs locaux, donc que ce soit du vêtement, que ce soit de la déco, que ce soit des bijoux, avec lesquels on a commencé à travailler sur une boutique partagée, donc qui est mise en place à Fifcaille, qui aujourd'hui est encore en phase de démarrage et à partir de... Enfin, vous pouvez y aller, puisqu'il y a une pré-boutique configurée là, et on va récupérer 240 mètres carrés dès début 2026 pour vraiment tout aménager. À la fois, nous, en proposant des produits qui sont issus soit de nos stocks et qu'on n'a pas réussi à vendre, même si on a des petits stocks, mais qu'on réussit, en allant voir nos propres fournisseurs et en leur disant est-ce qu'il ne vous reste pas certaines tailles, certains produits, et pouvoir les proposer et avoir cette porte d'entrée sur la mode éthique. Pouvoir proposer aussi justement à des créateurs locaux, donc là une 60aine, de pouvoir présenter leurs produits et de pouvoir mutualiser un espace. Et puis ça va au-delà de ça, ça va aussi sur l'économie de la réparabilité. Notamment, on parlait tout à l'heure des vêtements seconde main ou autre, se dire peut-être qu'un jean, s'il y a un trou, peut-être qu'on peut le réparer et puis il va durer plus longtemps. Et donc ça fait partie aussi des projets avec lesquels on travaille avec la MEL et la région sur la réparabilité des produits, pouvoir créer des ateliers, pouvoir soit le faire soi-même, soit le faire faire, et pouvoir avoir des produits qui ne sont pas uniquement des consommables, mais qui sont aussi des produits qui vont durer. Donc en fait, votre modèle, donc vous embarquez dans ce modèle des créateurs et des petites structures qui n'auraient pas moyen de s'exposer sans ce projet, un quartier, le territoire aussi, la MEL, qui est opérateur. Est-ce qu'il y a un modèle économique autour de tout ça? Un modèle économique partagé? Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, la preuve, c'est que déjà à FIV, avant que le projet existe, la boutique des créateurs, elle existait déjà. Donc, elle était déjà, ça faisait déjà quelques années qu'elle faisait preuve qu'économiquement, ça fonctionne. Aujourd'hui, les personnes qui cherchent à aller dans un lieu pour chercher un cadeau ou pour se faire plaisir, ils cherchent aussi une expérience clientèle. Et les produits éthiques, les produits locaux, ils sont tout à gagner. On n'a que des histoires à raconter, donc c'est des lieux propices pour ça. Nous, ce qu'on a amené avec Laurent Courouble, c'est une version 2.0 où on pouvait aussi proposer de la mode éthique et qui reste plus accessible et qui répond aussi à une problématique où aujourd'hui on peut acheter la mode pas chère en seconde main, mais on n'a pas la traçabilité. Nous, on peut proposer aux gens d'acheter la mode éthique, donc plus confortable, plus qualitatif et aussi avec des valeurs éthiques fortes. Et en plus de ça, on connaît la traçabilité du produit. Oui, et vous arrivez à casser la barrière des prix tout en garantissant la traçabilité, quoi, et en embarquant des producteurs qui n'auraient pas accès à ce business. Voilà. C'est ça, les données de l'équation qui est intéressante. Hein. Ouais. C'est quoi les bestes pour Noël, là? Allez, faites-nous rêver. Les 2-3 trucs qu'il faut aller acheter. Il faut venir acheter. Et on a plein de choses, en fait. Après, je vais aller dans les b.a.-ba, mais la chaussette, ça reste les cadeaux de Noël. Voilà, chez nous, les gens, ils s'adorent. Parce que ça paraît tout simple, mais c'est quand même une des premières choses qu'on met le matin. Et ça peut vous gâcher ou pas la journée. Mais sinon, parce que ça change tous les jours, les chaussettes. Hein. Surtout ici. On a beaucoup de produits en vrai. On essaye d'être hyper accessible au niveau des achats. Moi, je dirais, en fait, s'il y a un message à passer pour Noël, peu importe les cadeaux qu'on offre, ce qu'on offre, c'est l'intention. Et ce Noël-là, en fait, je l'ai réfléchi comme ça, en me disant c'est l'intention, c'est le petit temps que vous passez à chercher une petite bêtise pour quelqu'un. Si cette bêtise, en plus, elle est éthique, alors on est gagnant. Ah, je vais raconter ça à mes enfants, ça fera du bien à mon budget. Je vous confirme, son accent est mieux. Hein. Merci beaucoup, on vous applaudit. Grégoire Dumoulin. Grégoire, directeur général de Back2. Alors, il y a des chaos qui sont salvateurs, il nous l'a bien expliqué dans l'intro.
Vous, c'est le Covid. On rebat complètement les cartes. Racontez-nous. Oui, donc c'est une société que j'ai créée en novembre 2002 au CRT à Léquin. Donc pendant, on peut dire, jusqu'au Covid, on était distributeur en marque blanche et réparateur de produits numériques, surtout autour de la téléphonie mobile. Donc personne ne nous connaissait parce qu'on était derrière la scène. Donc quand vous alliez, par exemple, chez Boulanger, un produit cassé, il y avait des petites mains derrière qui réparaient. Et donc personne ne nous connaissait. Donc on était sur un modèle indirect, puis on distribuait des produits reconditionnés dans les réseaux seconde vie, Cash Express, les opérateurs mobiles, etc. Toujours en marque blanche, le Covid est arrivé. Et ce qu'on avait créé en 20 ans, ça s'est écroulé parce que tout le monde a basculé sur le web et nous on dépendait que des magasins. Donc on s'est retrouvé avec des gros PSE, des PGE, tout ce qu'il fallait. Et on était dans plusieurs pays, donc c'était très compliqué pour nous. Et donc, c'était pas très motivant, des équipes qui tournaient au ralenti, du business qui disparaissait, tout le monde achetait sur back market, en tout cas les particuliers, donc les plateformes web. Donc nous, ça nous a mis un petit peu à mal, même très à mal. Premier Covid, deuxième Covid, troisième Covid. Donc à la fin, moi et mon associé, qui était en fait mon premier employé en novembre 2002, qui est devenu associé actionnaire avec moi de la société, on s'est dit on ne peut plus continuer. Et la loi AGEC, on en parlait, la loi anti-gaspillage, économie circulaire, qui allait pousser les administrations à s'équiper progressivement en produits issus de l'économie circulaire. Et nous, on s'est dit, il faut faire quelque chose, peut-être dans ce segment-là. Et le gouvernement a mappé, l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion du territoire, a mappé la France avec des acteurs du recyclage auditables, etc. Et en fait, on a lancé un pilote avec des collectivités, et pour la première fois, on était en direct auprès d'utilisateurs. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, quelle collectivité? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Dans l'Hauts-de-France, on a eu les ports. On a eu des communautés de communes, on a eu pas mal de villes des Hauts-de-France, mais on a aussi un peu au reste de la France. Mais surtout, le message, c'est que pour la première fois, on valorisait ce qu'on faisait. Alors qu'avant, c'était que du prix. Quand on était en modèle indirect, c'est que du prix. Et donc voilà, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire côté collectivité. Puis ensuite, je dois faire une petite anecdote. Ici même, vous avez toujours début septembre les pépites de l'IRD, où là, en fait, l'IRD invite pas mal de sociétés. Et le fondateur de l'association Les Clowns de l'Espoir était ici. Et moi, pour la première fois, j'assistais à cet événement. Il avait lancé un appel. Il avait dit, sortie du Covid, les boîtes sont fauchées, ou en tout cas, elles donnent beaucoup moins, elles financent beaucoup moins dons financiers, dons nature. Et donc, il lançait un appel. Je l'ai retrouvé au bar, lors du cocktail, et j'ai eu une sorte d'idée en lui disant, tiens, peut-être qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble. Moi, mon métier, c'est de valoriser l'essentiel flotte numérique, informatique, téléphonie, parce qu'on avait ouvert notre expertise à tout ce qui était numérique. Peut-être qu'on peut dire aux sociétés de Hauts-de-France, si vous avez des vieilles flottes informatiques que vous n'utilisez plus, que vous renouvelez, moi, mon métier, c'est de réparer, de les remettre sur le marché, je vais les capter, et le produit issu de la valorisation, on fait un 50-50. J'en garde 50 pour financer ma collecte, le blanchiment des données sur les produits qu'on collecte, la réparation, et toi, je te donne l'autre 50%. Il a tout de suite, il a dit, banco, on y va. Et vous y êtes allé. Voilà. Ouais. Et donc, on a lancé ça. C'est une belle coopération, ça. Oui, une très belle coopération. Alors, donc vous êtes pivot radical et vous êtes passé d'un modèle B2B2C à indirect, un modèle B2B, direct. Oui, tout à fait. B2B, entreprise uniquement. Comment, c'est quoi la promesse de sobriété numérique que vous faites à vos clients? Alors en fait, d'abord, on ne parle pas de client parce qu'en fait, on est dans le troc moderne. Un client, en fait, c'est un partenaire. D'ailleurs, je remercie le groupe IDKid qui est là. C'est un bon client à nous. Donc typiquement, IDKid, c'est un client. Ouais, partenaire, ouais. Voilà, le lapsus. Typiquement, le groupe IDKid va nous confier des produits en fin de vie, issus de leurs activités. Eh bien, nous, on va valoriser. À l'issue de la valorisation, libre à eux ou de s'équiper en produits reconditionnés garantis 1, 2, 3 ans, etc. Soit d'en faire don associatif. Et eux, ils font l'intégralité du don aux clowns de l'espoir. Donc en fait, ils réduisent leur empreinte carbone en permettant la réutilisation des produits. D'ailleurs, ils se rééquipent, j'ai oublié, ils se rééquipent aussi en partie en produits reconditionnés, donc là, de nouveau, des carbones. Et en plus, ils font des dons associatifs financiers qui permettent aux clowns de l'espoir d'intervenir dans les hôpitaux de Hauts-de-France. Bravo, merci beaucoup. Et alors, il y a 400 à vos côtés. Je voulais juste dire, aujourd'hui, il y a 400 entreprises dans les Hauts-de-France qui nous suivent dans ce bel écosystème. Donc, c'est vraiment un système de coopération, de fédération, dont je remercie
toutes ces entreprises Super. et ces collectivités. Et regardez, le soleil arrive là. Enfin bon, Voilà. il est là. Il est là. Bravo. Merci. À vos côtés, Béatrice de Bosque, directrice générale d'API Restauration. Le traiteur de Bosque, c'est tout à fait ça. Quelle année C'était dans les années 60 et même avant, puisque mes parents ont commencé par une boucherie-charcuterie traiteur au 151 rue Nationale à Lille, et ce qui a lancé l'activité développée par mes parents, développée par les enfants, enfin mon frère et moi aujourd'hui, et que nous transmettons actuellement à nos enfants pour la 3e génération. À ma communion. Vous avez mes parents ont dit on va prendre 2 Bosques, hein, c'est une bonne maison. Hein. À ma merci. communion. Je le dirai à maman, elle sera ravie parce que papa développait l'entreprise API, maman était au magasin et c'est elle donc qui a dû s'occuper de vos parents. Combien de collaborateurs aujourd'hui ? Aujourd'hui nous sommes 12 000. 12 000. Voilà. À la fois la majorité en France mais aussi en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. API est une entreprise à mission depuis 2022. Depuis 2022. Mais, vous avez lancé, alors c'est un concept unique, moi je n'avais pas encore vu, la notion de région à mission. Alors expliquez-nous ce que c'est ça. Exactement. Alors, quand on a choisi d'être une entreprise à mission, on s'est dit comment va-t-on polliniser, je vais reprendre ce terme, je l'aime bien, le terrain, voilà, que chacun se sente concerné. Et on s'est dit, pour être plus proche du terrain, travaillons avec nos régions. Nous sommes une entreprise fortement décentralisée, nous avons 60 directions régionales, et on s'est dit, chaque direction va choisir à la fois ses objectifs, ses leviers, pour faire vivre l'entreprise à mission. Et finalement, bien sûr, les objectifs sont alignés avec les 4 missions nationales. Mais, comme vous avez très bien dit, le fait de donner le pouvoir aux gens de terrain, ils se sont appropriés les missions et les ont choisies. C'est-à-dire que certains se sont dit, moi, je vais augmenter mon taux de produit local. D'autres se sont dit, je vais travailler plutôt sur... Il faut que nos équipes travaillent sur des menus bas carbone. Effectivement, quand nos chefs de cuisine étaient à l'école hôtelière, on ne parlait pas de menus bas carbone. Donc tout ça, on a dû le mettre dans le quotidien de nos menus. Donc chacun est allé là où il voulait. Et certains ont continué à travailler sur le gaspillage alimentaire. Alors honnêtement, ça fait belle lurette qu'on travaille là-dessus. Hein. Depuis 15 ans, on travaille sur la baisse du gaspillage alimentaire. D'ailleurs, on a baissé de 35% depuis 2019. Enfin, quand on prend les sujets et que toutes les équipes sont dessus, on voit qu'on avance. Quelle zone d'autonomie vous donnez aux régions ? Toute l'autonomie. Le tout, c'est qu'ils soient alignés dans les missions que nous avons déterminées pour être entreprise à mission. Et leurs indicateurs, c'est quoi ? Chacun choisit des indicateurs en fonction des objectifs qu'il a pris. Qu'il se fixe. Il n'y a pas d'indicateur. En fait, les 60 directions régionales sont différentes. Certains ont déjà un taux de produit local de 40 ou 45%. C'est déjà très bien. Certains sont à 25. Ceux qui sont à 25, ils se disent, moi, je peux prendre, par exemple, comme indicateur le taux de produit local pour que ma région augmente. Ça veut dire qu'on va aller voir les producteurs locaux, on va leur demander, on va travailler avec eux. Aujourd'hui, pour avoir un exemple concret, on travaille pour tout ce qui est laitier avec la ferme des Anneaux, que certains connaissent peut-être à Aniche. Et on a développé des nouvelles recettes avec eux. On a aussi fait évoluer leurs emballages. Nous, du vrac, ça nous va. Donc, ça fait travailler aussi, on baisse le conditionnement. Donc, par exemple, votre direction normande, elle peut aller dealer avec les producteurs de lait normand et se sourcer sans consigne du board. C'est-à-dire que c'est très juste. Et d'ailleurs, tous nos restaurants en Normandie sont fournis avec du lait normand, puisqu'on on est dans la filière et c'est un élément... C'est l'élément que s'est donné la direction de la Normandie. On dit, tous nos restaurants, chaque fois qu'on en ouvre un, ça sera du laitage normand.
Voilà. Et si vous êtes à Toulouse, par contre, eux, ils vont plutôt travailler sur les légumineuses. Mais donc, en fait, chacun a des indicateurs différents en fonction de son choix. Notre seule demande, c'est de dire il faut progresser. Il faut progresser sur du produit local. Et les marges ? Les marges, vous savez, vous gagnez sur le transport. Puis, aujourd'hui, nos consommateurs, alors nos convives, on les appelle des convives, on travaille à la fois pour les bébés en crèche, alors c'est pas eux, mais c'est plutôt les parents qui sont dans cette attente, les enfants dans les écoles, dans les entreprises. Tout le monde souhaite avoir plus de local. Alors même parfois si c'est un peu plus cher, honnêtement, gustativement, la proximité fait que le produit il est beaucoup plus goûteux. Donc le convive est gagnant, l'entreprise est gagnante, et puis nous on va dans une direction qui nous paraît avoir du sens, et qui a du sens aussi pour nos équipes. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, si on veut continuer à se développer, il faut que nos salariés, nos collaborateurs soient fiers de leur entreprise. Et un de nos problématiques aujourd'hui, c'est le recrutement. Vous savez, la restauration, parfois c'est des horaires plus compliqués, ça n'attire plus comme ça avait pu le attirer à une époque. Et donc, il est important qu'on ait un ADN fort et qu'on vienne chez nous pour ce sens-là aussi. Concept des régions à mission, hein, du progrès par l'adhésion. C'est ça qui est... Exactement. Ça marche. Bravo, merci beaucoup. Alors, Siem, sa présidente Caroline Dereniocourt, créée en quelle année ? 1939, j'ai vu ? Alors oui, c'est une vieille entreprise puisqu'elle a été créée en 1939. Stop, très important. Le propriétaire de la voiture DK070DA, c'est une Peugeot 208, il s'est garé en plein milieu du parking. Ah non, c'est le frein à main. Elle est partie. C'est qui le propriétaire ? C'est bon ? C'est réglé. On l'a bougé. Non, je vous en prie. Reprenons le cours normal de nos émissions. C'est pas une propriétaire, et ça fait plaisir quand même. Ah oui. Quelle année ? Alors, 1939 pour la Siem. Alors, la Siem, c'est Société industrielle d'électromécanique. On est basé à Lambersart, on est 70 personnes et je suis fière de représenter l'industrie aujourd'hui. Votre métier, c'est fabrication de machines très spéciales. Hein ? Alors, on fabrique de la machine spéciale, des automatismes, de l'installation électrique, de la tôlerie fine et de l'acoustique industrielle. Et pour nous, la RSE a commencé en 2022 et on l'a pleinement intégré dans notre stratégie d'entreprise. Et donc, pour accompagner cette conduite du changement, nous avons mis en place de nombreuses actions, et notamment des actions surtout en mobilisation du personnel. C'est vraiment notre action phare. On va parler de la qualité de vie au travail. On sait que les indicateurs d'absentéisme, de turnover, d'ailleurs, lui, il a le plus faible turnover de son secteur, hein, je crois, Alexandre. On sait que ces indicateurs flambent. Alors les mécaniques sont importantes, hein. On ne fait pas ça n'importe comment. Vous en avez fait une priorité. Alors, comment et pour quels effets ? Parlez de votre comité environnemental. C'est intéressant, ça. Alors, donc en fait, comment on a fait pour mobiliser notre personnel et surtout, on l'a mobilisé autour de notre qualité de vie au travail, la QVT. Comment on a fait ça ? On a mis en place un comité environnemental dédié aux enjeux écologiques. Alors, au départ, on était 3. Aujourd'hui, on est 10. C'est basé sur la base du volontariat. On a aussi sensibilisé l'ensemble de notre personnel aux pratiques responsables et éco-responsables à travers des causeries. Et on a aussi mis en place des groupes de travail autour des achats durables et responsables, autour du bilan carbone et dernièrement autour de la mobilité. Qu'est-ce que ça produit ? Enfin, comment vous mesurez l'impact ? Alors l'impact, ça se produit par exemple, là on a aussi investi plus de 700 000 € dans une nouvelle machine de production. C'est un nouveau combiné laser qui va nous permettre d'améliorer notre productivité, mais pas que, puisqu'on améliore encore la qualité de vie au travail, puisqu'on va diminuer le port de charges lourdes, on va diminuer le bruit en entreprise, et on favorise aussi la polyvalence du personnel dans la mesure où ils peuvent se dédier à d'autres tâches pendant le travail de la machine.
Vous êtes très en co-construction avec On est en le co-construction personnel. avec l'ensemble de nos salariés. On a aussi mis en place tout ce qui touche à l'ergonomie de poste, que ce soit dans l'usine ou dans les bureaux. Et pour terminer, je dirais qu'on est aussi un peu précurseur, puisque ça fait très longtemps qu'on est sur des semaines de 4 jours pour l'ensemble de notre personnel de production. Alors vous testez, qu'est-ce que ça donne? Mais ça fait très longtemps. Ouais. Donc depuis plus de 30 ans, on est sur... voilà, ouais. Et ils sont très contents. Une question à la dirigeante. Qu'est-ce que ça vous... Enfin, comment vous vibrez avec tout ça? Comment ça vous nourrit? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors moi, ce qui me fait vibrer, c'est le fait d'impliquer mon personnel. Et en fait, on s'aperçoit que seul, on n'est rien. Et avec le personnel, en fait, on construit beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avance encore en termes de RSE grâce à eux, parce qu'ils ont plein d'idées. Bravo. Merci, madame. Alexandre? C'est enthousiasmant, là, tout ça. Il y a les meilleurs témoignages du monde pour expliquer qu'on est plus fort ensemble que seul, et moins vulnérable ensemble que seul dans son coin. Et voilà, donc, tout simplement. Effectivement, la capacité à rendre acteur l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des équipes, ça libère une énergie qui est incroyable. Voilà. Donc, voilà. L'adaptation, la coopération, c'est vraiment l'environnement qui favorise le changement. La remise des diplômes. Béatrice de Bosc, vous allez recevoir votre diplôme, votre trophée des mains de Paul Damestois, qui est directeur général adjoint de Groupe IRD. Paul est là? Oui. Voilà. Hop, hop. Et venez les équipes là. Oui, venez sur la photo. Voilà. Très bien. Félicitations. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Diana et Pierre Malaviel, votre diplôme vous est remis par Catherine Spadavecchia, qui est chargée de mission RSE au sein de la direction de l'action régionale EDF Hauts-de-France. Bienvenue, madame. Ah, et il faut passer par la case trophée et diplôme. Voilà. Voilà. Bravo. Ça va. On fera une photo tous ensemble là, dans quelques instants. Caroline de Regnaucourt, votre diplôme vous est remis par Axel Pardini, directrice communication pour Maison et Cité. Bienvenue. Tous les partenaires du World Forum et des trophées d'économie responsable. Super, bravo. Et Grégoire Dumoulin, Audrey Miclard va vous remettre votre diplôme et directrice développement durable pour le groupe Kiloutou. Un bon prospect Kiloutou pour vous, Grégoire. Top. On va conclure ce bon moment d'échange avec Alexandre. Quelqu'un a une question à poser à Alexandre ou un truc à lui dire? Allez, quelqu'un. L'art. Je suis sûr que vous avez un truc à lui dire. Prenez le micro. Est-ce que vous pensez que l'art et la beauté peuvent changer le monde? Complètement. Pour moi, je parlais de réinvestir dans l'éducation, il faut réinvestir dans l'art et la culture. Parler de libérer le potentiel humain et de redonner le pouvoir à l'humanité, l'art et la culture sont essentiels pour ça. Voilà. Donc, on est trop dans la sphère mentale aujourd'hui, à l'école ou au travail, et on ne développe pas la sphère émotionnelle, ni d'autres dimensions. Et je pense que déjà, de redévelopper cette sphère émotionnelle apporte beaucoup. Voilà. Évidemment, c'est essentiel.
Plus que jamais aujourd'hui, notre monde est vulnérable et connaît des vulnérabilités, les polycrises. Comment utiliser la vulnérabilité pour combattre la vulnérabilité? Alors, j'ai 30 ans d'expérience dans la cybersécurité à protéger les entreprises, des institutions publiques contre les menaces cyber. Certaines expériences de la vulnérabilité des crises. Et ce que m'a appris ces 30 ans d'expérience et qui est complètement transposable dans la vraie vie, c'est que si vous n'exploitez pas vos propres failles, vos propres vulnérabilités, ce sont les autres qui vont les exploiter contre vous. Voilà. On est dans un monde où on est entouré de menaces. Être très vulnérable dans un environnement sans menace, c'est pas un problème. Par contre, être très vulnérable dans un environnement menaçant, évidemment, ça débouche sur des crises. Prendre conscience de cette vulnérabilité qu'on a en nous, qu'on a autour de nous, c'est le premier pas pour se protéger, en fait, tout simplement. Les organisations les plus robustes, les plus résilientes, les mieux protégées en cybersécurité face aux menaces cyber, sont les organisations qui ont développé une vraie conscience de leurs failles, de leurs vulnérabilités. Donc la vulnérabilité est un formidable levier, en fait. Si on l'exploite bien, c'est un formidable levier comme on l'a dit, de transformation, de coopération, d'innovation. Et c'est notre porte d'accès vers notre humanité, en fait. Voilà. Donc nos failles sont notre porte d'accès vers notre code source intérieur et qui nous permet justement de libérer ce potentiel humain. Donc en fait, tout passe par la culture d'entreprise, tout passe par une culture autour de soi, par une prise de conscience et une prise de conscience partagée. Et plus on prend conscience des vulnérabilités, et la prise de conscience de nos vulnérabilités est un formidable outil qui va booster notre humanité et qui va libérer tout notre potentiel. Voilà, je voulais en parler parce que on a publié là, dans le cadre de vulnérable.org, il y a un site qui parle de tout ça, un guide pratique pour libérer le potentiel de la vulnérabilité en entreprise et qui référence 11 leviers pour libérer ce potentiel de l'entreprise. Tout ça, c'est gratuit, open source. Vulnérable.org, c'est non lucratif. C'est disponible sur le site web et il y a des guides là qui sont disponibles près de l'exposition vulnérable. Voilà, la vulnérabilité est un formidable outil. Et encore une fois, si nous exploitons nos propres vulnérabilités avant que d'autres les exploitent contre nous. Voilà. Vous allez lire, mesdames, messieurs, le livre d'Alexandre, son témoignage vulnérable. Alors c'est marrant parce qu'à la fin du livre, parce que c'est l'équipe de Réseau Alliance qui m'a prêté son livre, il y a un feuillet j'ai lu, j'ai aimé, je partage. Hein. Donc on met les noms et puis j'ai lu, je partage à un autre. Ça me fait penser un hack informatique, c'est quoi? Ah oui? C'est quoi? C'est un petit virus qu'on vient implanter dans le code source d'un système en exploitant ses failles. En fait, un pirate informatique va exploiter les failles d'un système pour venir implanter un petit virus. Mais ce virus, il va agir en silence et il va transformer en profondeur le système. Et à la fin, lorsqu'on perçoit les conséquences, il est trop tard. L'eau a changé de couleur et on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est ça l'image que j'ai depuis le début, l'intuition que j'ai le début, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de modifier, de faire une légère modification de notre code source et qui entraînera de grands changements. J'ai la conviction que juste de changer de regard sur la vulnérabilité, le voir comme développer des représentations beaucoup plus valorisantes et valorisables de la vulnérabilité amène un autre regard sur le monde et libère un potentiel inouï. J'ai le sentiment que cette légère modification de code source, elle peut entraîner des grands changements. Voilà. Merci beaucoup Alexandre, merci pour votre témoignage. Alors, je vais demander aux lauréats de venir là devant la scène pour la photo du collectif de cette promotion 2025 des trophées de l'économie responsable. Pendant qu'ils s'installent dans un quart d'heure dans cette salle, une rencontre inédite avec Gilles Boeuf et Kalina Raskin sur le biomimétisme. Gilles Boeuf qu'on retrouvera ensuite au déjeuner. Vous pouvez encore vous inscrire pour le déjeuner sur la nature, le climat, l'environnement, avec des speakers d'exception, Gilles Boeuf, mais aussi le directeur général de l'ADEME. Nous aurons également Nausicaa qui sera avec nous
et des experts qui viendront nous partager leurs convictions pour changer le monde. Ah oui, il faut laisser le trophée. Ça va là, t'as tout le monde? Attendez, je me recule. Voilà, attention. 1, 2, 3, vous regardez les photographes. Et là, vous les applaudissez encore une fois, mesdames, messieurs. Bonne chance pour la suite de vos actions. Merci à vous tous. Vous êtes attendus au stand qui vous attendent là de l'autre côté. Et 10h45, Gilles Boeuf dans cette salle. Merci à vous.